Ok, alors bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'AICFU avec Lucille Gréco qui va donc nous parler de l'enjeu d'intégrer les usages dans la démarche de l'aménagement. Et je vais la laisser bien sûr se présenter elle-même, mais c'est un sujet auquel je suis tout à fait sensible, ayant pu travailler avec différents aménageurs et ayant ressenti très fortement la difficulté du bilan d'aménagement qui dit j'investis, je dépense de l'argent de l'autre, d'un côté pour le foncier, pour mettre des réseaux, pour ceci, pour cela, et ensuite je vends à un promoteur ou à plusieurs promoteurs. Et après, eh bien, ma foi, pour les usages, on passe à une autre étape et la déconnexion entre l'investissement et ensuite les usages est certainement très, très compliquée. Donc, je suis très contente de cette intervention. Donc, Lucille Gréco fait partie de l'équipe des lauréats des jeunes urbanistes 2020 que la SFU a invité à la rejoindre. Et donc, merci Lucie de nous présenter ton sujet. Merci pour cette invitation. Est-ce que vous voyez bien là? Parce que j'ai fait un truc avec la fenêtre, il se passe un truc assez bizarre sur mon écran, mais si vous voyez, tant mieux. Oui, on voit. C'est bon? Bon, bah, parfait. Donc, l'exercice qui m'était demandé, c'était de prendre une trentaine de minutes environ pour vous faire une présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans la conversation. Je vais l'ouvrir comme ça, je peux peut-être au fur et à mesure m'arrêter s'il y a des points qui vous semblent pas clairs ou voilà. Et puis sinon, bien sûr, le but ce sera qu'on échange à la fin de la présentation. Alors, ce sujet de la mise en usage, c'est en effet un sujet qui nous intéresse beaucoup au sens de la ville et c'est aussi celui autour duquel on avait orienté notre candidature au palmarès des jeunes urbanistes. Ce pourquoi ça paraissait d'autant plus naturel de vous en parler ce soir, puisque c'est dans le cadre donc, de notre présence dans le palmarès des jeunes urbanistes 2020, le palmarès qui n'aura pas eu de cérémonie, mais c'est pas grave, on boira du champagne un jour. Et voilà, c'est à ce titre-là que vous nous aviez invités. Donc, c'est à ce titre-là aussi que ça nous semblait opportun de vous parler de ce sujet ce soir. Le sens de la ville, pour nous présenter rapidement, on est une coopérative au sens donc d'une SCOP, de stratégie programmatique et urbaine. On a pour particularité de travailler à la double échelle, à la fois urbaine et immobilière, et également d'essayer de consacrer une partie de notre temps de travail à de la recherche et en essayant de s'auto-saisir de sujets qui nous paraissent importants pour prendre du recul sur notre pratique opérationnelle. On a aussi pour autre particularité, en essayant de couvrir l'ensemble de la chaîne de notre pratique d'AMO, en plus de nos missions et donc de ces temps de recherche, on va de plus en plus vers le faire, puisqu'on est en train de monter, enfin on a monté une structure avec Plateau Urbain, qui est une autre coopérative qui a elle-même été lauréate du palmarès des jeunes urbanistes il y a maintenant 4 ans, une structure qui s'appelle Base Commune et qui est une foncière solidaire de rez-de-chaussée qui a pour vocation d'acquérir des rez-de-chaussée dans des contexte de projets neufs, mais pas que, et de les mettre à disposition à des prix inférieurs à ceux du marché, à des porteurs de projets qui ne pourraient pas trouver à se loger dans le marché immobilier standard. Voilà, donc c'était pour vous expliquer aussi ce positionnement qu'on a peut-être un peu particulier, qui essaye d'avoir cette casquette de chercheur d'un côté, un rôle d'AMO un peu plus classique, et d'aller jusqu'à l'opérationnel au sens d'être aussi, nous, un acteur à un échelon opérationnel. Aujourd'hui, on est une équipe d'une petite dizaine de personnes. Alors, on se définit tous comme urbanistes. Évidemment, je pense que ce n'est pas dans cette arène qu'on apprendra qu'être urbaniste, ça veut dire beaucoup de choses. On a des profils assez variés, des expériences professionnelles, notamment qui viennent de l'immobilier pour Flore Strootman, qui est une des deux fondatrices Sciences de la Ville. Vincent Josso, l'autre fondateur, travaillait chez un aménageur auparavant. On s'était connus tous les deux au sein d'une agence d'architecture et d'urbanisme, l'agence François Leclerc, donc en ayant une expérience en maîtrise d'œuvre urbaine auparavant.
Et puis, les autres profils, comme vous le voyez, assez féminins de notre équipe sont aussi tous urbanistes avec des profils pas mal Sciences Po. On a aussi une architecte et on accueille, avec cette ambition d'avoir cette activité de recherche, une chargée de projet qui est doctorante CIFRE chez nous et qui travaille sur la question des communs et des espaces partagés dans les opérations immobilières, en particulier dans le temps de la gestion. Donc ça va pas mal rejoindre les sujets que je vais évoquer aujourd'hui. Nos missions vont de la conduite et du montage avec des missions d'accompagnement un peu classiques sur des procédés d'aménagement, des procédés d'aménagement, mais on a aussi cette question du transitoire. On fait pas mal de missions d'accompagnement, de montage de projets transitoires, plutôt du côté du maître d'ouvrage, en tout cas du propriétaire. Vous avez eu une intervention, si je ne me trompe pas, de Bellastock, qui est donc plutôt du côté de ceux qui font. Nous, on accompagne plutôt ceux qui commandent ou qui cherchent à utiliser le transitoire comme un des outils de l'aménagement. On accompagne des consultations d'opérateurs, que ce soit du côté des répondants, donc au côté de promoteurs, ou du côté de propriétaires. Par exemple, ici, Postimo, qu'on a accompagné sur un grand appel à projet qu'ils ont lancé sur leur patrimoine postal des années 70. On fait de la programmation de façon plus ou moins classique à des échelles différentes. On a quelques missions qui relèvent de l'évaluation et de la prospective. On a aussi une compétence en animation collaborative, donc on peut aider des acteurs à se positionner, que ce soit des acteurs publics ou privés, ou accompagner des missions qui nécessitent de mettre en œuvre des dispositifs d'animation collaborative un peu spécifiques. Et on fait aussi de la formation, notamment on forme avec, pour Cadre de Ville, qui est l'organisateur, des professionnels de l'aménagement à l'urbanisme transitoire. Ça fait maintenant 1 an et demi. On a formé environ 80 professionnels de CEM, de collectivités, mais aussi des opérateurs sur 2 jours à l'urbanisme transitoire pour être capable aussi de déployer des projets en la matière. Nos sujets d'investigation, alors on aime bien dire que c'est nos marottes, vont Alors, on a ce sujet des rez-de-chaussée qui nous occupe depuis longtemps et qui a amené à la création de bases communes. On a pas mal travaillé sur la question des réinventés, puisque le sens de la ville a été créé à l'occasion du premier Réinventer Paris. Et c'est un sujet qu'ensuite on a pas mal investigué. Celui des nouveaux usages, notamment nouveaux usages dans le logement en particulier. L'urbanisme transitoire, qui est un sujet à la fois opérationnel, puisque c'est un sujet de nos missions, et également un sujet de recherche. Et la question qui nous occupe aussi de plus en plus, celle de fabriquer en ville, qui est une préoccupation de plus en plus importante et que les maîtres d'ouvrage, sur laquelle les maîtres d'ouvrage nous questionnent de plus en plus, sur laquelle on essaye aussi de réfléchir, qui est la question de l'activité productive en ville. On est notamment actuellement embarqué dans une équipe de chercheurs dans le cadre d'un appel à projet du PUCA sur ces questions d'activité productive en ville. Voilà, alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, avant de parler, de vous montrer quelques exemples de missions qui traitent de cette question de ce qui est pour nous la mise en usage, je voulais quand même faire une petite intro pour vous parler du contexte dans lequel s'inscrivent nos réflexions, qui est celui du projet urbain, alors qu'on va qualifier de à la française, et d'un repositionnement de l'aménageur. Alors, vous dire aussi que nous, au Sens de la Ville, on travaille beaucoup et c'est pas forcément d'ailleurs une finalité, c'est pas une finalité, mais c'est plutôt un état de fait. On travaille beaucoup dans des contextes métropolitains et dans des contextes de grands projets urbains et principalement de grandes ZAC. Donc, c'est quand même un préambule important de vous dire que c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent nos réflexions parce que ces questions-là ne se poseraient pas du tout de la même façon dans des contextes de villes moyennes ou bien sûr dans une filière du diffus. Enfin, on est dans un cadre vraiment de l'aménagement. Pourquoi est-ce qu'on s'inscrit dans ces réflexions-là? Justement parce que nous, les projets sur lesquels on intervient, c'est un peu les projets archétypaux de ce projet urbain à la française, au sens d'une maîtrise d'ouvrage public forte, d'une approche planificatrice de long terme, de l'importance du paysage des espaces publics, de ce rôle de l'urba coordinateur architecte en chef, qui est un rôle, on le sait, extrêmement français. Alors, on a mis ici cet exemple, je pense que peut-être chacun en aurait un différent pour qualifier de ce que peut être la ZAC qui représente le mieux le projet urbain à la française, mais à notre sens, Boulogne et donc la ZAC du Trapèze est un bon exemple, notamment parce qu'elle a vu se développer les fameux macro-lots qui ont été bien sûr aussi tant réfléchis, puis décriés, puis on a continué à en faire quand même. Et on y voit également l'importance du paysage, des grands tracés, d'une voirie extrêmement ordonnancée.
Et ce projet urbain à la française, c'est cette ville initiée et prescrite par le public, avec un verrouillage notamment de l'échelle d'intervention du promoteur, donc de l'échelle de la parcelle, via les règlements de ZAC, les plans guides, les cahiers de prescription, les fiches de l'eau, les cahiers des charges de cession de terrain, évidemment l'importance du bilan, et puis donc un utilisateur exploitant qui arrive en bout de chaîne à la fin de cette ville très initiée et prescrite par le public, qui est la force du projet urbain à la française, mais qui a aussi amené un certain nombre de questions qui ont été aussi notamment à l'origine justement des réinventés avec alors, on ne l'a pas mis dans cette présentation, mais on aurait pu le faire. Hein, le schéma des API, c'est ce même schéma, mais dans l'autre sens, avec notamment un rôle des utilisateurs beaucoup plus en amont dans la façon dont le projet est pensé. Ce cadre-là de ville initiée et prescrite par le public, il a aussi conduit récemment à des interrogations de la part des aménageurs et probablement de beaucoup d'entre vous, en tout cas de nous. Le sens de la ville a été fondé et né d'une insatisfaction ou d'une impression voilà, de travailler dans un cadre où on n'arrivait pas toujours à produire une ville aussi vivante, riche, et avec notamment des rez-de-chaussée parfois vides un peu trop longtemps, et puis une ville pas forcément adaptée aux usages attendus. On a remis ici des extraits des entretiens de l'aménagement qui datent maintenant d'il y a 2 ans à Toulouse, où un des axes de réflexion était la ville pas chiante. Alors vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder, j'ai remis le lien de l'intervention et notamment de l'introduction de la même Ariela Mazmoudi que je citais en début de présentation, qui était donc tout un axe de réflexion du Club Ville Aménagement. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui sort le 30 juin intitulé La ville pas chiante, le 30 juin prochain. Et voilà, on s'inscrit dans ces réflexions de comment faire des villes, comment sortir des villes qui se ressemblent, qui sont capables de produire du transformable, sortir de l'obsession du parfait achèvement, qui est donc une formule introductive de cette table ronde dans laquelle on se retrouve pas mal. Comment arriver à produire de la diversité, accueillir de l'aléatoire, échapper au modèle générique. Donc on sent que le travers de ce projet urbain dans lequel on s'inscrit, c'est parfois cette incapacité à sortir de la ZAC qui ressemble à la ZAC précédente. On a en parallèle pas mal de paramètres qui font que les enjeux de fonctionnement des quartiers sont de plus en plus prégnants. Alors, on s'appuie ici sur une note également que je vous invite à consulter après la présentation si ça vous intéresse, produite, elle, par le RNA, donc le Réseau national des aménageurs, par 2 de nos camarades, Isabelle Barros-Sarfati et Nicolas Rouget, avec qui on a notamment effectué une étude dont je vais vous parler par la suite sur l'île de Nantes, qui parle de cet enjeu des aménageurs au défi du fonctionnement des quartiers et qui identifie 5 paramètres qui font que les enjeux de fonctionnement des quartiers doivent de plus en plus questionner les aménageurs. C'est d'abord, j'aurais pu m'étendre là-dessus, mais je pense que c'est un constat que vous partagez tous, l'échelle d'intervention élargie des promoteurs, montrer les macrolots tout à l'heure, les API, qui sont évidemment des échelles dans lesquelles on retrouve des voiries, des parcs, des réseaux qui se retrouvent à des échelles qui sont désormais cédées à des promoteurs avec un élargissement du champ d'intervention des promoteurs qui forcément pose la question du rôle des aménageurs. La question des mutualisations accrues également à l'échelle des quartiers. Un sujet alors notamment lié au stationnement, mais également à des enjeux environnementaux, les microgrids, des enjeux de chauffage, qui sont de plus en plus mutualisés et gérés à des échelles larges, qui ne sont plus seulement celles des immeubles, qui posent des questions de modalités de gestion, qui ne sont pas loin de rappeler celles qu'on se posait déjà dans les années 70, évidemment, quand on avait créé des ensembles qu'on peinait à gérer par la suite. Il y a aussi cette question des obligations de résultats pour concrétiser la transition écologique, parce qu'aujourd'hui, alors on pense notamment, ce dont parlent Isabelle et Nicolas dans cette note, c'est toutes les questions de gestion qui sont liées à des performances énergétiques en particulier, donc les sujets de commissionnement par exemple. Comment est-ce qu'on va suivre les performances énergétiques d'un bâtiment, puisqu'on s'est rendu compte que en dépit de prévisions toutes plus précises les unes que les autres, on avait des performances à l'usage qui n'étaient pas celles qui avaient été prévues. Donc les dispositifs de commissionnement qui sont là pour suivre ces sujets-là convoquent notamment le qui s'occupe à cette échelle-là d'assurer ces questions de service après-vente
liées à des obligations de résultats de concrétisation de la transition écologique. On a évidemment un grand enjeu transversal qui est celui de la servicialisation de l'économie, qui fait advenir à des échelles de quartier certains sujets, les conciergeries de quartier, hein, c'est un peu l'exemple aujourd'hui le plus simple, avec forcément également des sujets parfois de service à la personne qui se retrouvent à être portés dans le cadre de quartiers en attendant que la commercialité arrive, par exemple. C'est aussi un autre exemple qui est dans cette note. Et puis le dernier axe, c'est l'importance de l'animation du quartier. Parce qu'on est quand même dans une société où les enjeux de cadre de vie, de proximité, les débats sur la ville du quart d'heure, etc., sont aujourd'hui, et d'autant plus dans un contexte de crise sanitaire, ont vraiment d'autant plus d'importance, prennent aussi beaucoup de poids dans les choix résidentiels et dans les choix d'acquisition. Alors là, on parle encore de quartiers neufs, et qui donne de l'importance au fonctionnement et à l'usage dans les quartiers, là où l'aménageur, traditionnellement, rend les clés une fois les espaces publics livrés et les charges foncières vendues aux promoteurs. On parle donc du fait que l'aménageur ne fabrique plus seulement des lieux, mais aussi des lieux et des usages, en passant de ces fonctions, alors ces schémas-là parlent de fonctions régaliennes, alors c'est un terme qu'on a déformé pour parler de cette bascule entre les fonctions, on va dire, de base, le cœur de métier d'un aménageur, qui va d'écrire des règles, maîtriser le foncier évidemment, aménager, à d'autres fonctions, et donc en redescendant la chaîne de production d'immobilier. On a mis un exemple, alors peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, la communication et le positionnement de l'EPA Saint-Étienne est intéressant à cet égard, l'EPAS, qui se décrit lui-même comme une maîtrise d'ouvrage sur tous les fronts, qui fait de la promotion, qui a créé une foncière de rez-de-chaussée, alors dans un contexte particulier qui est celui de... Vous savez que Saint-Étienne est comparé le Détroit à la française, donc on est évidemment dans un contexte spécifique, mais donc avec un EPA qui s'est doté de cette capacité à être foncière de rez-de-chaussée. Il fait aussi ce qu'on appelle nous de l'activation. Donc là, on les a notamment accompagnés pour ouvrir un lieu à rez-de-chaussée transitoire qui s'appelait donc Tambour Battant, qui était un café laverie, donc dans lequel le PA a été assez loin dans le suivi de ce projet-là et voilà, qui dépasse a priori ses prérogatives initiales d'aménageur. Donc, je vais vous citer quelques exemples de nos missions pour illustrer cette évolution de rôle de l'aménageur et vous montrer comment est-ce que nous, Sens de la Ville, on se positionne pour aider les aménageurs avec lesquels on travaille. Encore une fois, on sait qu'on travaille pour des aménageurs qui sont, la plupart du temps, des gros aménageurs, en tout cas dans le cadre de gros projets urbains, dotés de moyens, puisqu'on travaille pas mal avec des EPA, donc sur des territoires d'OIN. Mais néanmoins, vous allez voir, on est aussi, enfin, c'est pas forcément que ce dont on parle pourrait être transposé à des projets urbains de moins grande envergure, parce qu'ils n'auraient pas moins d'acuité. On en est convaincu. Alors le premier, là, on parle vraiment d'un des très gros projets urbains du territoire national, puisqu'on est sur le campus urbain de Paris-Saclay. Et on voulait vous parler d'un aménageur qui impulse une stratégie qu'on a appelée d'activation. Donc, il met vraiment les mains dans le cambouis à cette échelle de la mise en usage. Le PA Paris-Saclay a lancé en 2019 un marché pour se doter d'un AMO urbanisme transitoire, qu'on a donc remporté en groupement avec un avocat, un architecte et un bureau d'études. Et notre première mission a été d'élaborer un récit, d'élaborer une stratégie pour le transitoire à l'échelle de toute l'OIN Paris-Saclay. Sachant que l'OIN Paris-Saclay, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le campus urbain sur les communes de Palaiseau, de Givre, donc dans le 91, mais ça va jusqu'aux Yvelines, avec le territoire de Trappes, de Montigny, de Versailles. Donc, on est vraiment à une très grosse échelle d'OIN, avec à l'intérieur, évidemment, des secteurs de projet qui sont circonscrits, mais forcément plusieurs actes. Et puis, on ne peut pas le nier, le PA Paris-Saclay, ils ont quand même directement le sang de l'ouvrier qui coule dans leurs veines. Hein. On est quand même chez un aménageur qui est issu d'une planification qui remonte à bien longtemps. Et donc, ils sont là pour mettre en œuvre un très grand projet. Et a priori, un aménageur assez loin de ses préoccupations, notamment d'urbanisme transitoire au départ. On a élaboré avec eux une stratégie qu'on a appelée ensemble Paris-Saclay version bêta, ouvert pendant les travaux, pour assumer le fait qu'il pouvait y avoir, à l'échelle de ce très grand projet extrêmement dessiné, des zones d'incertitude, des zones
de test et une logique aussi d'accompagnement des transformations urbaines qui n'étaient pas du tout dans leur état d'esprit jusqu'à présent. Alors, pour vous montrer l'échelle dont on parle, alors c'est peut-être pas si facile de s'en rendre compte là sur cette vue aérienne, mais on parle d'un extrêmement grand périmètre. Donc, ici, c'est le campus urbain en question. Pour aller, donc ici, vous reconnaissez l'école polytechnique avec son lac en forme de tricorne et le quartier de Moulon de l'autre côté. Donc, il faut bien un quart d'heure de voiture pour aller d'un point à l'autre. Donc, on n'est même plus sur un quartier, on est sur plusieurs quartiers et dans lesquels on a vraiment des enjeux caractéristiques des ZAC nouvellement livrés. Alors, avec une couche supplémentaire de complexité, on est sur un campus. Il est censé être urbain un jour, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore complètement parce que les habitants, on va dire les vrais habitants, ne sont pas encore complètement là. À part un peu sur Moulon, on a les premiers logements familiaux. Mais côté Polytechnique, on attend l'arrivée du Grand Paris Express pour livrer les premiers logements familiaux. Et donc, on est surtout sur un quartier qui est fondé sur une adjonction de très grandes écoles, de très grandes entreprises, avec des logiques de chapelle extrêmement prononcées, parce que visiblement, vous ne ferez pas boire un apéro à un centralien avec un polytechnicien de façon aussi simple que ça. Donc, c'est pas si facile de créer de la vraie vie et de la vraie ville quand on juxtapose des écoles qui sont elles-mêmes assez fermées et qui même revendiquent le développement d'esprit de corps, ce qui est un peu le principe. Mais voilà, derrière, pour faire ville, c'est pas si facile. Avec aussi le fait qu'on a des grandes entreprises, avec des gens qui viennent le matin, qui travaillent ici, puis qui rentrent chez eux le soir. Alors ça, c'est évidemment plus complexifié avec le développement du télétravail. Donc quand on avait fait un diagnostic là-dessus et rencontré pas mal des acteurs du campus, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient ressortis. Un manque d'animation et de convivialité à l'échelle du quartier, le fait d'une absence de lieux neutres et informels qui ne soient pas rattachés à un établissement d'enseignement supérieur ou à une entreprise. Quand on a commencé à intervenir sur le quartier il y a 2 ans, il n'y avait pas encore de café, pas de restaurant, juste un hôtel. On peine à imaginer ce que c'est qu'une ville avec autant d'habitants, mais aucun service. Une offre donc de restauration et de commerce encore peu variée, tant en termes d'offres que d'amplitude horaire. Une difficulté à se repérer dans le quartier, puisqu'on est vraiment dans des villes voilà, nouvellement livrées, avec aucun nom de rue encore, pas forcément de signalétique. Peu de mobilier urbain dans des nouveaux espaces publics, mais des nouveaux espaces publics, attention, je ne sais pas si récemment vous avez pu aller vous balader là-bas, on se balade entre des prix de cœur et des écarts d'argent, hein. C'est un quartier extrêmement beau, avec des espaces publics extrêmement qualitatifs. On est vraiment dans un projet remarquable à tout point de vue, du point de vue architectural et du dessin de l'espace public, mais voilà, d'un avis général, enfin, de l'aveu général, une absence de vie sur cet espace public qui commençait à devenir problématique pour les usagers au quotidien du campus. Donc, ce qu'on a proposé à l'EPA, c'était d'endosser cette fonction de metteur en usage, de leur dire, bah, voilà, maintenant, vous ne pouvez pas seulement avoir livré tout ça et puis bah, vous en allez ou laisser le soin aux collectivités de faire, d'autant plus que les collectivités, bah, le temps que les espaces publics leur soient rétrocédés, c'est pas pour tout de suite, puisqu'on est sur un très grand projet. Donc, pour l'instant, c'est un peu des extensions des villes actuellement. Donc, elles ne sont pas non plus, même si évidemment, il y a un groupe scolaire qui arrive. Donc, progressivement, les collectivités se saisissent de la vie de ces quartiers-là, mais c'est très progressif. Donc, on leur a proposé de recruter un activateur. Cet activateur, on a imaginé sa mission et sa fiche de poste avec l'EPA, et puis ça a donné lieu au lancement d'une mission qui a pour vocation de s'occuper des espaces, notamment s'occuper des espaces centraux des 2 quartiers, qui étaient d'une part une très grande place publique et de l'autre une place publique et un parc. On a lancé un dialogue compétitif sur la base d'un cahier des charges qui reposait sur plusieurs missions. Le fait de proposer une programmation événementielle et culturelle, de concevoir une signalétique provisoire et du mobilier, de construire un pavillon démontable sur une des places dont je vous parlais précédemment, d'animer des ateliers de travail avec les usagers pour être en permanence en train de faire remonter les besoins du quartier, des quartiers, et de proposer des dispositifs d'animation des espaces publics centraux des 2 quartiers en cours de livraison. Ce dialogue compétitif, il est maintenant terminé, et c'est l'agence Vraiment qui a remporté ce marché et qui est maintenant sur site depuis 2 mois maintenant. Ce qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est que ça a mis autour de la table, autour donc de ce groupement, un écosystème d'acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler autour de ces sujets-là qui relèvent du soft, si on peut le dire comme ça. Les collectivités, qui sont évidemment importantes pour être partenaires de la démarche, parce qu'elles vont être gestionnaires de la voirie des espaces publics. Ces fameux ateliers qu'on a appelés Paris-Saclay version bêta, avec des usagers, alors c'est les têtes de réseau
20 environ par quartier, qui sont réunis pour être le relais des actions qui pourront être proposées. Et puis évidemment, les usagers du plateau. C'est une mission qui est sur 4 ans avec un budget de 400 000 euros, donc qui n'est pas négligeable pour mener toutes ces actions-là. Donc là, les premiers résultats devront se voir à l'été. Et le pavillon a été également choisi dans le cadre du dialogue compétitif. C'était un pavillon sur un espace public qui a été dessiné par Michel Desvignes, sur lequel il était question de mettre un pavillon de la place à terme, mais on avait dit à l'EPA, écoutez, pour l'instant, vous ne savez pas tellement quoi mettre, et ça ne se justifie pas tellement parce que la place n'est pas terminée. Faisons-le en provisoire, essayons d'y impulser des usages, et puis on verra ensuite ce qu'on en fait. Voilà pour cet exemple assez caractéristique du glissement d'un aménageur qui avait l'habitude d'aménager, un aménageur qui maintenant a un poste, puisqu'il y a une personne dédiée à l'EPA pour ces questions de vie urbaine, et, alors que c'était plutôt des prérogatives des collectivités, et qui s'occupe notamment de toutes ces questions transitoires. Je vais aller un petit peu vite parce que je vois qu'il est 18h, ma demi-heure est passée. Sur l'exemple de l'île de Nantes, alors pour vous parler plutôt à l'échelle du logement neuf et de la question des nouveaux usages, puisqu'on a travaillé depuis 2017 à une étude sur une partie de l'île de Nantes, qui est la Prairie au Duc, donc la dernière partie livrée, dans laquelle la Samoa nous a questionné sur tous les nouveaux usages qui intervenaient dans les opérations immobilières. Par nouveaux usages, on entend tous les espaces partagés à l'échelle des opérations, qui étaient très nombreuses, comme vous pouvez le voir, sur cette représentation. Donc, on parle d'espaces partagés, salles communes, chambres d'amis communes, toit terrasse partagée, ou dispositifs d'évolutivité du logement. Et ce qui s'est passé dans cette audit, c'est qu'on a réalisé, et le but, c'était de l'objectiver, parce que la Samoa, en tant qu'aménageur, se rendait compte que peut-être que les promoteurs lui racontaient beaucoup de choses au stade des consultations, mais qu'il ne restait pas grand-chose à l'arrivée. Je pense que ça ne surprendra personne dans cette salle. Donc on a objectivé un peu ces pertes en ligne entre les propositions initiales et ce qui était réellement mis en œuvre au stade du permis de construire. Et on est revenu récemment, en janvier, pour regarder aujourd'hui les espaces livrés. Et ça pose pas mal de questions, évidemment, notamment sur la prise en main de ces espaces-là par les habitants, parce que c'est pas si évident, qu'il faut des structures dédiées, que quand c'est un syndic qui en a la charge, c'est pas forcément son métier au départ, que des habitants tout seuls, c'est pas évident de monter une association. Enfin voilà, ça pose beaucoup de questions qui, là encore, se posaient déjà quand on avait des locaux communs résidentiels à gérer et qui se retrouvaient fermés avec une clé qui était finalement perdue. Ce qui est intéressant en tout cas, et ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une traduction très concrète du glissement du rôle de l'aménageur face à ces nouveaux usages. C'est que suite à l'audit qu'on a pu faire et à tous les problèmes qu'on a pu mettre en lumière sur le fait que l'aménageur devait être plus prescripteur, en tout cas plus en accompagnement sur cette question du suivi des nouveaux usages proposés à l'échelle même des opérations immobilières, c'est cette contribution à la mise en usage. Alors, le quartier République, c'est la suite de la ZAC sur l'île de Nantes. Et donc, la Samoa a écrit dans ses dossiers de consultation de cession de charges foncières que les opérateurs intervenant dans ce quartier devraient réserver une enveloppe de 10 € hors taxe par mètre carré de surface de plancher pour s'inscrire dans la démarche de mise en usage. Ce qui veut vraiment dire que très concrètement, l'aménageur se positionne à cette étape de service après-vente et de suivi en étant financé par les opérateurs. Assez concrètement, c'est probablement pour financer un lieu que nous avons appelé avec la Samoa et qui s'appelle toujours comme ça le bidule, parce qu'on ne sait pas encore le définir. Donc ce bidule, ça sera un rez-de-chaussée. Son emplacement a été réservé. Le but, ça serait que ça soit un local avec à l'intérieur quelqu'un, probablement payé par la Samoa, qui jouerait un rôle d'accompagnement à la mise en usage du quartier. Je pourrais revenir là-dessus dans les questions si ça vous intrigue. En tout cas, on a, à la fin de cette étude, établi pour la Samoa un nouveau rôle face à ces nouveaux usages qui était celui de la vigie, que ce soit au stade des consultations, de la conception et de la commercialisation, mettre aussi davantage son nez dans la commercialisation parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment à cette échelle-là que ça se jouait aussi parce qu'on a beau inventer tout plein de dispositifs super innovants à l'échelle du logement en VFA, la plupart du temps, ceux qui commercialisent à monsieur et madame tout le monde, quand ce n'est pas des investisseurs, n'est pas du tout au courant de tout ce qui s'est envisagé au stade des développements. Et la plupart du temps, toutes les belles idées se perdent. Et la Samoa, comme les autres aménageurs, ont malheureusement très peu de vision sur la façon dont les logements sont commercialisés. Et c'est assez difficile à verrouiller, en tout cas à suivre. Et puis, le temps de la mise en usage derrière, c'est aussi celui de la livraison.
de faire financer par les opérateurs suffisamment d'accompagnement, de suivre la mise en place des espaces livrés. Bon, voilà, je ne rentre pas complètement dans le détail, mais en tout cas, la Samoa est en train de repenser de fait son rôle, pas seulement comme un aménageur qui fait des prescriptions sur les bâtiments, les façades, les toitures, des prescriptions environnementales, mais également des prescriptions qui relèvent vraiment des usages et qui se donnent la capacité de les suivre. Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, c'était Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e, que vous connaissez probablement parce que c'est là qu'il y a eu les fameux grands voisins, une occupation temporaire. On a travaillé pour l'aménageur Paris Métropole Aménagement, et notamment, entre autres, mais c'est surtout de ça dont je voulais vous parler, à l'élaboration d'un cahier des charges pour un futur gestionnaire de quartier. Donc là, on est vraiment dans une nouveauté qui est en train de s'expérimenter, alors sur plusieurs quartiers, mais bon, Saint-Vincent-de-Paul, c'est peut-être celui où ça commence à être de plus en plus, ça va se concrétiser prochainement. Saint-Vincent-de-Paul, c'est un quartier qui se doit d'être le laboratoire de tout plein de choses. Laboratoire, c'est un mot à la mode, mais pour Saint-Vincent-de-Paul, ça s'applique particulièrement. De participation environnementale avec beaucoup d'exigences. Et puis, bien sûr, il y avait eu en plus ce précédent des grands voisins. Alors, pour faire très très vite, il y a beaucoup de raisons qui ont conclu au fait que c'était important d'avoir un gestionnaire animateur à l'échelle du quartier pour pouvoir poursuivre des choses qui avaient été très importantes dans le cadre de l'occupation transitoire, le fait de pouvoir maintenir de l'éphémère, de favoriser des implications dans le quartier, d'anticiper les modalités de gestion. Et puis aussi parce qu'il y a des spécificités de ce projet urbain, je le disais. D'abord, il y a une gestion dissociée des socles. C'est-à-dire que Saint-Vincent-de-Paul, on a découpé le projet en deux, avec les étages cédés aux promoteurs et les socles cédés à un opérateur unique qui se trouve être la RIVP. Alors derrière tout ça, il y a plein de raisons dont je pourrais discuter si ça vous intéresse, mais la première était de pouvoir maintenir des loyers abordables dans Paris, de créer un écosystème environ à l'échelle de 5000 m² qui avait été celui en transitoire, donc d'essayer de pérenniser cette façon-là dont le transitoire avait pu, que le transitoire avait pu aboutir. Puis il y a des dispositifs de performance environnementale assez forts dans le projet qui impliquent des mutualisations à l'échelle du quartier et pas mal de communs. Saint-Vincent-de-Paul, c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé la question des communs à l'échelle de l'immeuble ou du quartier. Et donc, ce gestionnaire, pour essayer d'aller très vite et vous laisser le temps des questions, il aura pour fonction d'accompagner la mise en usage du quartier, d'accompagner aussi une forte mixité sociale, qui est une caractéristique extrêmement forte sur ce quartier-là aussi, poursuivre l'inscription de l'insertion sociale dans le projet, qui va aussi se poursuivre avec un centre d'hébergement d'urgence, animer et assurer la bonne gestion des communs, accompagner la performance environnementale. Et puis, il va aussi s'occuper de ces socles, justement, qui seront donc des socles actifs dans lesquels il y aura de l'activité économique, pas seulement commerciale, voire principalement pas commerciale, que ce soit du bureau, de l'activité productive, en assurant un principe de rotation des structures, en animant l'écosystème des occupants, en assurant le fait qu'il y ait une programmation qui reste ouverte et en ayant des loyers abordables. Donc, il aura des missions de base, il aura des lieux à exploiter, notamment pour équilibrer son modèle économique. Il sera en charge de la commercialisation. Il aura en charge des dispositifs de projets collectifs et citoyens. Et puis, il pourra avoir des missions complémentaires. Je passe sur là-dessus. Le cahier des charges, il est rédigé et il sera lancé en temps voulu pour que ce gestionnaire de quartier puisse être présent au moment des premières livraisons. Il est notamment financé et préfinancé directement par l'aménageur qui a rentré dans son bilan d'aménagement cette ligne de mise en usage et de gestion à l'échelle du quartier. Pour conclure, ce qu'on appelle donc au sens de la ville mise en usage va du fait d'offrir aux habitants des services dès les premières années, d'animer des espaces pour le piéton, notamment au travers de dispositifs d'urbanisme transitoire, de faciliter la prise en main du quartier pour les habitants, d'anticiper et de préfigurer la gestion des services et des espaces communs, et puis d'impulser une convivialité de quartier, d'encourager des liens sociaux, de désamorcer des conflits d'usage. En tout cas, il y a beaucoup d'outils. Alors, ce document a été extrait d'une mission qu'on avait faite pour le coup pour un aménageur privé, Urbanera, sur une ZAC à Annemasse, donc rien à voir avec un contexte francilien ou très métropolitain, qui nous avait demandé de l'accompagner sur toutes les démarches possibles pour aller plus loin, pour mettre en place une stratégie de mise en usage. Si vous souhaitez poursuivre sur ce sujet, on a écrit quelques articles que vous trouverez à cette adresse-là, le sens de la ville.medium.com, où on redéfinit cette question de la mise en usage. On parle des maisons du projet qui sont aujourd'hui, dans certains cas, et c'est assez intéressant, pas que des maisons du projet, mais qui proposent d'autres usages et qui accompagnent la montée en puissance des projets, enfin de la vie dans les projets neufs.
Et puis, on est revenu aussi sur un exemple que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont les régies de quartier, qui sont un peu des ancêtres de pas mal de nos conciergeries beaucoup plus servicielles qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu débordé le temps de 9 minutes, je m'en excuse. Je suis à votre disposition pour des questions. J'ai vu quelqu'un a levé la main, comme c'était presque fini, je ne vous ai pas passé la parole, je suis désolée. Très bien, merci infiniment, Lucille. C'était passionnant. En tout cas, moi, j'en conclus que vous méritez largement donc ce trophée des jeunes urbanistes décerné l'année dernière. Je t'invite peut-être à éteindre le partage d'écran pour qu'on se voit un petit peu mieux, et puis donc place au débat. Le débat très riche commença à l'initiative de Chantal Guillet par un parallèle avec l'histoire des villes nouvelles, hein, et la façon dont elles permettaient de gérer le passage de la livraison à l'habitation des lieux. Ce sujet d'ailleurs reviendra en fin de débat quand il s'agira de re-questionner en fin de compte l'histoire de la gestion des projets urbains à travers ce qui était dans le passé les régies de quartier et que l'on appelle aujourd'hui les conciergeries. Charles Lambert, quant à lui, se soucie de savoir quel marqueur, en fin de compte, marque la validité du passage de la fabrication de la ville à son habitation. Autrement dit, qui est responsable de quoi et devant qui? Et ce sujet, en fait, est un sujet de démocratie, à savoir, la question posée est de savoir effectivement qui est en mesure de décider que quelque chose est habitable. Est-ce que c'est une décision administrative, une décision autoritaire du maître d'ouvrage ou de l'aménageur, ou bien un sujet de démocratie plus globale? Charles fait état en particulier des conceptions un petit peu anciennes des quartiers, où c'est la livraison de la station d'épuration finalement qui validait la mise en habitation du quartier, la dépollution, enfin l'eau potable étant finalement l'indicateur le plus utilisé pour décider du bon fonctionnement d'un quartier. Et effectivement, le glissement aujourd'hui de cette vision extrêmement réductrice de la mise en habitabilité d'un quartier à tout un tas de nouveaux indicateurs, de nouvelles préoccupations qui questionnent en fin de compte les cycles de vie et les temporalités de la ville. La précision de Lucille Gréco consiste à considérer que la mise en habitabilité entre guillemets d'un quartier résulte en fin de compte de la vérification de quelques bons fonctionnements, comme la fréquentation des lieux, la réponse aux besoins qu'ont exprimés les habitants ou les occupants, ainsi que l'appropriation par ces derniers des propositions réalisées. Et Lucille précise qu'on constate un changement de métier avec la prise en compte des usagers par les nouveaux professionnels de l'urbanisme qui eux-mêmes, en fin de compte, évangélisent les services des maîtres d'ouvrage et des aménageurs dans lesquels ils sont appelés à exercer. Bruno Ferracci a relevé dans le débat l'idée de projet urbain à la française qui repose sur une maîtrise d'ouvrage publique forte, mais s'interroge en fin de compte sur effectivement cette notion de maîtrise d'ouvrage publique forte du fait que l'urbanisme négocié et en particulier quand il s'exerce dans des macro-lots, c'est-à-dire dans l'absence finalement d'une maîtrise d'ouvrage quasiment publique, cet urbanisme négocié révélerait plutôt l'apparition d'une maîtrise d'ouvrage faible entre guillemets, et Bruno s'interroge en fait sur la façon de vérifier que les choses livrées correspondent bien aux ambitions que l'on s'était données dans la conception au départ dans la fabrication de la ville. Et finalement, la question posée est de savoir si cet accueil de l'aléatoire tout au long de la vie et de la livraison du quartier
n'est pas contradictoire avec le respect des ambitions originelles et la façon de les gérer ou de les vérifier lorsque les habitants finalement prennent possession des lieux. Lucile évoque effectivement de nouvelles organisations que l'on voit sur certaines maîtrises d'ouvrages publics, comme l'Observatoire de Lyon Confluence, qui a pour objectif de suivre et de valider les indicateurs de départ pour vérifier que les ambitions du quartier ont bien été respectées. Cependant, Lucile considère qu'il ne faut pas penser que l'introduction de l'aléatoire dans l'optimisation du quartier est contraire à l'ambition des objectifs originels, et que c'est sûrement un dosage entre les deux qui fait finalement qu'un quartier reste très performant tout en reformatant en fin de compte certaines fonctions vis-à-vis des discussions et de la prise en main par les habitants de leur espace de vie. Laurent Landuy, quant à lui, considère qu'un espace public bien livré, c'est celui que l'on ne peut plus fermer. Ce en quoi Charles Lambert pense que effectivement c'est bien une définition extrêmement pertinente, mais qu'il y a également plusieurs échelles et que la difficulté c'est de savoir comment est-ce qu'une opération qui en fin de compte se développe sur 20 à 30 ans est compatible avec des mandats politiques beaucoup plus courts et finalement des usages, des habitants, des cycles de vie qui sont peut-être plus courts que l'ambition globale de l'opération dans son ensemble, et que donc il faut effectivement être prudent sur l'endossement des responsabilités de mise en habitation des quartiers quand on les positionne sur du long terme et sur des phasages complexes qui engagent la fabrication de la ville sur plusieurs décennies. Dominique Lancrenon revient sur l'histoire du macrolot qui ne prend pas tellement en compte le cycle de vie de l'opération et qui déconnecte en fait la notion d'investissement à la notion de livraison d'un quartier ou d'un lieu de vie. Et Dominique se pose la question de savoir si l'on peut découpler les rez-de-chaussée, le sol et le sous-sol des droits à construire qui à ce moment-là se situeraient au-dessus pour optimiser et mieux organiser en fin de compte la prise en possession, l'accueil de la vie urbaine sur ces espaces indépendamment des opérations de logement ou de bureaux qui se situeraient au-dessus. On rappelle à ce titre-là la visite de Villeurbanne qui avait été réalisée par la SFU lors du colloque Cornudet, qui est très révélatrice d'un quartier dans lequel la collectivité est restée propriétaire depuis plusieurs décennies des magasins, des commerces situés en rez-de-chaussée du quartier et à ce titre s'autorise une régulation des commerces pour animer et favoriser une mixité à la fois sociale et économique dans le quartier. Lucile évoque également l'opération Saint-Vincent-de-Paul à Paris qui est basée sur un principe un petit peu similaire. Samuel Bargaz, quant à lui, est plus sceptique sur ce découplage des rez-de-chaussée avec les espaces aériens des villes, je dirais plutôt sur le long terme. Il pose la question de savoir qui va gérer cette complexité lorsque tout le monde sera parti. Et donc la difficulté qu'il y a à réaliser ces montages complexes en les installant dans du long terme, y compris quand on fait une division en volume plutôt qu'une copropriété, sachant qu'il n'est pas évident que les affules relatives à ces dispositifs perdurent dans des très bonnes conditions dans le temps long.
Samuel, par contre, relève également l'exemple de Villeurbanne, dont on a parlé tout à l'heure, mais également celui de la rue de la République à Marseille, qui peuvent être des bons observatoires de solutions innovantes sur ce fameux découplage. Charles Lambert rappelle à nouveau le rôle des urbanistes dans la tenue des objectifs de qualité de vie et de livraison relatifs à des opérations. Il rappelle effectivement que un des premiers colloques, je dirais, de la renaissance de la SFU en 1977 à Créteil portait sur la responsabilité des urbanistes. Et il rappelle effectivement que les urbanistes œuvrent dans la fabrication de la ville ou des quartiers sur l'endossement de responsabilités vis-à-vis d'objectifs concertés, bien compris, bien chiffrés et bien évalués. Et que donc effectivement cette notion de planification maîtrisée et objectivée n'est pas toujours totalement compatible avec l'accueil de l'aléa et de la mise en habitabilité, autrement dit des quartiers, ce en quoi il faut s'interroger en fait sur les meilleurs compromis entre ces deux approches et faire en sorte que la prise en main des quartiers par les habitants ne vienne pas diluer en fin de compte les objectifs généraux qui ont été écrits et qui ont été endossés lorsque l'on a conçu, imaginé et réalisé l'opération d'urbanisme. Laurent Vigneault continue le débat en posant la question de savoir si on pouvait inverser le processus de passage de la fabrication de la ville à celui de la prise en main par les habitants. Autrement dit, si l'on peut effectivement interroger ou mieux impliquer les habitants dans la rénovation de leur quartier ou dans le changement des modes de vie de leur ville. Lucile effectivement évoque quelques projets sur lesquels le sens de la ville intervient au titre des PNRU et insiste sur l'idée que bien évidemment ces pratiques existent et sont extrêmement pertinentes, mais qu'il y a également une question à poser aujourd'hui qui est de la revalorisation de ce qui relève de la gestion. En fin de compte, ce passage de la fabrication de la ville à sa mise en usage relève également d'un métier un petit peu disparu aujourd'hui, qui est celui de la gestion. On en veut pour preuve la dévalorisation aujourd'hui du rôle et de la réputation des syndics, mais plusieurs signaux encourageants se font jour, comme le fait que certains aménageurs qui sont historiquement très loin de la gestion et qui considèrent qu'une fois que le quartier est livré, leur rôle est plutôt de s'effacer, et ben, certains d'entre eux développent effectivement aujourd'hui une liaison vers le monde de la gestion et de l'entretien des quartiers, de l'optimisation éventuelle de ces derniers ajustements. Et cela se retrouve par exemple chez certains aménageurs à Bordeaux ou encore à Saint-Vincent-de-Paul ou encore dans d'autres territoires très dynamiques. Voilà l'essentiel du débat qui aura donc relayé le riche exposé de Lucile et du sens de la ville. La Société française des urbanistes remercie infiniment tous les participants et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain rendez-vous de la SFU. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.